BFM Business, 18h, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. 18h, édition spéciale sur BFM Business. Pourquoi ? Parce que les marchés européens notamment viennent de vivre une journée absolument euphorique. Un Paris qui termine ce soir en hausse de plus de 4%. On a un CAC 40 qui est au plus haut depuis 9 ans. Il y a du soulagement notamment après les résultats d'hier soir, mais peut-être pas que. On va décortiquer tout ça ensemble pendant une demi-heure avec nos invités ici en studio. Eric Lewin qui est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir, responsable d'action aux publications Agora. Mathieu Jolivet, Caroline Morisseau, Mathieu Pechberti, BFM Business qui sont avec nous. Bonsoir à tous les trois. Et puis Grégoire Favet qui nous a accompagnés pendant 3 heures Intégral Bourse et qui est encore avec nous ce soir pour faire un petit peu de rap. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Guillaume. Un peu de rap, pourquoi ? Parce que une séance de notre vivant, oui peut-être, mais comme ça nous saute pas au cerveau. Depuis quand on n'avait pas vu ça, Grégoire ? Une séance comme ça, plus 4% avec des banques qui prennent 10%, ça Oui. fait plusieurs années. Sur la performance du CAC, on n'avait pas vu ça depuis juin 2012. Ouais. Sur des banques qui prennent 10% comme ça nous ramène quand même, alors une période qui nous paraît très lointaine désormais, mais c'était le moment où les banques étaient au bord du gouffre et qu'il fallait organiser leur sauvetage un peu en catastrophe. Donc c'était Oui. les années, ou même les jours immédiats post-faillite de Lehman. Des jours très sombres. Question très simple, Grégoire, sur la hausse qui s'est répercutée un peu partout en Europe, on verra ça. Est-ce qu'on met toute la hausse d'aujourd'hui, cette hausse de 4% à Paris, sur le seul compte des résultats de l'élection présidentielle d'hier soir, finalement? Ah bah oui, très clairement. Mais alors l'idée c'est de savoir si c'est une hausse de soulagement ou si c'est une hausse de conviction. Ouais. Est-ce qu'on achète Emmanuel Macron déjà en anticipant qu'il devienne président avec une majorité en marche à l'Assemblée nationale, ou est-ce que simplement on évacue les scénarios les plus extrêmes, en tout cas qui étaient les moins bien perçus du point de vue du marché en termes de duel de second tour? Et on est beaucoup plus dans cette option-là aujourd'hui. On a évacué les risques extrêmes. On sait que les sondages ne se sont pas trompés, donc c'est quand même déjà une très bonne chose, et que ça crédibilise encore plus évidemment les sondages qui sont donnés pour l'issue du second tour Macron-Le Pen. Donc on remet un peu les compteurs à zéro. Le CAC 40, là, il revient en ligne avec la performance des grands indices européens, type Eurostock 50. On a une séance de rattrapage. Voilà. On se recale en évacuant les scénarios de risque qu'on avait intégrés dans la perspective de la présidentielle française. Je vais vous donner la parole, Eric, dans un instant, juste pour dire qu'effectivement, très bonne perf sur le CAC 40, mais sur d'autres classes d'actifs aussi, il y a eu des mouvements spectaculaires aujourd'hui, Grégoire. Sur l'euro, alors l'euro, sur l'euro, un peu calmé, mais l'euro, on a commencé quand même sur une ouverture. C'était la plus forte hausse de l'euro de toute l'histoire. On était sur une hausse de plus de 2%. Ça s'est un peu calmé. Et puis sur les taux aussi. Et là, évidemment, pourquoi est-ce qu'on parle des taux ? Parce que toute la prime de risque que le marché avait intégrée à l'occasion de la présidentielle française, elle se matérialisait notamment sur le rendement de la dette française, qui était monté et qui montait également par rapport en relatif au rendement de la dette allemande. Tout ça, c'est très très nettement détendu. On revient, quasiment à des standards moyens, des standards historiques. Il reste quand même encore un peu de prime sur le marché français, sur le marché de la dette française, parce qu'il y a un second tour et parce qu'il y a la question des législatives qui peut paraître peut-être encore un peu lointaine du point de vue des investisseurs anglo-saxons, mais qui évidemment va très vite se poser si on se retrouve dans le cadre d'une large coalition à gérer. Mais celle-là, on va s'en souvenir, comme on dit, 24 avril 2017. Eric Lewin, comment est-ce que vous la regardez cette séance ? Vous dites aussi, qu'est-ce qu'il en restera demain ? Il reste encore bien des incertitudes finalement. La semaine dernière, on n'en menait pas large quand Jean-Luc Mélenchon n'arrêtait pas de monter dans les sondages et que Benoît Hamon n'arrêtait pas de baisser. Il y avait certains investisseurs anglo-saxons qui disaient à des banques françaises, écoutez, si c'est un Le Pen-Mélenchon, vous vendez tous les actifs qu'on a en France. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes, les banques étaient complètement délaissées, elles étaient nettement en retard par rapport à leurs homologues européennes. Et puis il y a eu cette bonne surprise qui est la meilleure solution possible pour les marchés financiers. Pourquoi ? Il y aurait eu un Macron... il y aurait eu, un Fillon-Macron, ça aurait été aussi une bonne chose. Mais s'il y avait eu le Le Pen-Mélenchon, c'était catastrophique. Et s'il y avait eu un Fillon-Le Pen ou un Fillon-Mélenchon, rien n'était gagné. Parce que un Mélenchon-Fillon, par exemple, donnait une victoire de 53 contre 47 pour le candidat de la France Insoumise. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Et puis, il faut également préciser que sur le marché de la dette, il y avait aussi beaucoup d'incertitudes. On vendait beaucoup la dette française. On a été jusqu'à 80 points de spread entre la dette française et la dette allemande. Ce soir, on n'est plus qu'à 45 points. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quand on voit quand même 8 à 9 milliards d'euros échangés aujourd'hui, ça veut dire que les investisseurs internationaux reviennent sur les marchés français. Ce n'est pas simplement une petite séance de reprise technique, ça veut dire que les investisseurs commencent à regarder et se disent que dans tous les cas de figure, Emmanuel Macron sera sans doute le prochain président de la République française, même si du côté des républicains, de certains républicains à l'extrême,
comme Christine Boutin, comme ce genre de personnes, on préfère voter Le Pen. Moi, je pense que le bon sens va l'emporter et que Macron devrait faire entre 58 et 63% le 7 mai prochain. Réponse dans 15 jours à l'occasion du second tour, le 7 mai. On verra où en seront les marchés à quelques heures de ce second tour. Donc on disait ce soir, séance euphorique du côté de l'Europe, de Paris et même de Wall Street d'ailleurs, qui progresse alors plus sensiblement. On a des hausses d'environ 1% sur l'indice Dow Jones. On va retrouver d'ailleurs depuis New York Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services qui est avec nous. Bonsoir Grégory, est-ce que vous dites vous aussi que c'est peut-être une euphorie un peu passagère? Comment est-ce que les investisseurs regardent ce soir du côté de New York ces chiffres de l'élection présidentielle française, Grégory? Mais évidemment qu'il y a un soulagement puisque l'incertitude est la pire chose pour les marchés. Maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les Américains qui avaient beaucoup parlé la semaine dernière des élections françaises, à mes yeux, dès demain matin, ne vont plus en parler du tout et vont de nouveau se concentrer sur la propre dynamique américaine, c'est-à-dire la politique économique de Donald Trump, le financement du gouvernement, etc. Mais le soulagement amène une chose surtout, je dirais, on a vendu un peu les obligations américaines qui avaient été un refuge devant l'incertitude et cet argent se reporte sur les marchés actions. Et puis il faut aussi voir quand même que le Nasdaq maintenant est presque à 6000 points, c'est pratiquement 11% de hausse depuis le début de l'année. Donc on ne peut pas dire que l'optimisme a commencé seulement ce matin sur les marchés américains. L'optimisme continue absolument. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous depuis New York. C'est le prochain anniversaire, grand temps sur les marchés à fêter, les 6000 points sur le Nasdaq. Oui, mais on est sur des records absolus. Oui. Nasdaq, on est sur des records, sur des nouveaux records. Et records à Francfort aussi, il faut le dire. Et records à Francfort. Alors si, juste petite anecdote, parce qu'on regarde le CAC 40 par rapport au DAX, juste d'un mot, sachez que le DAX est un indice qui est calculé dividende réinvesti. Voilà, ce n'est pas le cas du CAC 40, mais on peut mesurer le CAC 40 dividende réinvesti et cet indice, ce CAC Total Return, lui, il est sur des plus hauts historiques. Donc en comparaison, si on veut vraiment être honnête et comparer ce qu'on peut comparer, le CAC et le DAX, le CAC dividende réinvesti est sur des niveaux historiquement haut. Plus de records, donc séance absolument incroyable dont on se souviendra aujourd'hui sur les marchés, 18h08. On va parler un petit peu des valeurs aujourd'hui, parce qu'on disait, il y a séance à Paris qui a profité à toutes les valeurs du CAC 40, toutes sauf une. C'est Lafarge-Holcim. On va en dire un petit mot aussi, parce qu'on suit ça de très près, qui a fini en baisse d'1,66% ce soir à la clôture. Mathieu Pechberti, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Pourquoi est-ce qu'on chute sur Lafarge-Holcim? Parce que le groupe a annoncé ce matin que son directeur général, donc Eric Olsen, allait quitter le groupe à la mi-juillet. Après, alors, on en avait parlé de cette enquête interne sur d'éventuelles transactions entre Lafarge-Holcim et des groupes armés en Syrie. Et ça, apparemment, ça crée des tensions interne entre les Français et les Suisses incommensurables, c'est ça l'idée. Oui, en fait, en réalité, ça faisait quand même plusieurs semaines que c'était très tendu au sein de l'état-major de Lafarge-Holcim, en cause ce que vous disiez, l'affaire de cette usine syrienne qui a continué en réalité à fonctionner pendant un an durant la guerre civile en Syrie, entre mi-2013 et mi-2014. Et le groupe, ça a été avéré par une enquête interne, a versé des commissions à des rebelles proches de l'État islamique. Donc ça a fait évidemment beaucoup de bruit. Sur nos informations, c'est quand même 250 000 $ qui ont été versés pendant un an à ces rebelles proches de l'État islamique. Donc une enquête avait été ouverte il y a plusieurs mois par le parquet de Paris, suite à une plainte du ministère de l'économie. Et puis en interne, une enquête avait mis le jour, en tout cas sur ces malversations. Donc Eric Olsen, qui n'a pas été directement responsable de ces malversations, ça a été encore une fois dit par l'enquête interne, ne pouvait pas tenir. Il était également victime de dissensions internes entre des actionnaires de Lafarge et les actionnaires suisses. Il y avait une guerre larvée qui durait depuis 3 ans entre les Suisses et les Français, et en tout cas ça a précipité sa chute. Et il fallait qu'il parte, c'est ça, dans un souci d'apaisement, c'est ça qu'explique aujourd'hui Lafarge. Ce qu'il explique aujourd'hui, qu'il ne pouvait pas rester compte tenu du contexte. Et le titre qui perd donc 1,6%. Je vous disais, c'est le seul titre qui finit en baisse ce soir sur le CAC 40 parce qu'aujourd'hui, ça a été une séance absolument épique sur le secteur bancaire. Caroline Morisseau, il faut quand même dire un mot de ce qui s'est passé sur le secteur bancaire. Société Générale, plus 10,8%. Crédit Agricole, plus 9,8%. BNP Paribas, plus 7,5% ce soir à la clôture. Qu'est-ce qui explique cette séance de feu sur le secteur bancaire? La confiance est de retour de façon spectaculaire et c'est un grand classique quand les marchés progressent, sont les banques qui progressent, ce sont toujours les banques, en fait, les valeurs bancaires qui sont les plus impactées par les mouvements de marché. Donc ce sont elles tout naturellement aujourd'hui qui effectivement ont profité de cette hausse des marchés. Donc 2 explications à cela. D'abord la levée du risque politique, c'est sur les banques que se focalisaient toutes les inquiétudes sur une éventuelle victoire de Marine Le Pen, une sortie de la zone euro. C'est elle qui
qui auraient eu le plus à pâtir en fait de cette situation. Et les investisseurs considèrent bel et bien aujourd'hui que ce risque est écarté, que l'hypothèque est levée et donc les banques n'ont plus à payer cette prime de risque. Et puis le deuxième élément d'explication, ce sont les fondamentaux. Les bons signaux sont de retour, Oui. La reprise est là, nous disent la plupart des analystes, et ce sont des fondamentaux qui avaient été un peu mis de côté compte tenu de cette échéance électorale. Et les banques françaises ont du coup, nous disent-ils, sous-performé compte tenu de cette échéance électorale. Donc là, il y a un gros effet de rattrapage et c'est sur cet effet de rattrapage que les cours pourraient continuer, nous dit-on, à progresser encore un peu dans les jours à venir. Alors voilà, Eric, comment vous regardez ce secteur bancaire? Vous dites qu'il y a encore du rattrapage sur ce secteur. On a coutume de dire que le marché ne monte pas sans les banques. Alors il était très en retard. Et c'est vrai que si on avait par exemple eu un Le Pen-Mélenchon, on aurait une baisse de l'ordre de 10 à 15%. Et surtout, on aurait une banque d'investissement. Vous savez qu'en général, les banques, elles ont la partie banque de détail et la banque d'investissement. On aurait une banque d'investissement complètement gelée. Il n'y aurait plus d'IPO, il y aurait eu beaucoup moins de volume, il y aurait eu des investisseurs étrangers qui seraient sortis. Donc ça aurait été catastrophique pour le secteur. Et là, le fait qu'il n'y ait pas ce Le Pen-Mélenchon, ça donne une bouffée d'oxygène. On se dit que finalement, je suis d'accord avec Caroline, ça va beaucoup mieux sur l'économie européenne. On aura 1,6, 1,7%. Donc la banque de détail va bien et que donc la banque d'investissement aussi va aller bien. Banque de détail qui va bien, banque d'investissement qui va bien, et bien ça fait plus 10 pour les banques. Et ça fait plus 10 pour les banques. Secteur donc a surperformé aujourd'hui largement, dans très très grande forme à la clôture. On va parler un peu répercussions politiques du vote parce que les marchés vont suivre ça aussi, bien sûr. Déclaration politique du jour, François Hollande qui s'est exprimé vers 16h, qui a appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour. L'élection de Marine Le Pen représenterait un risque pour le pays. Le pouvoir d'achat, l'emploi des Français serait impacté si son programme était mis en œuvre. Voilà ce qu'a déclaré tout à l'heure François Hollande depuis l'Élysée. Et pendant ce temps, au Parti socialiste et aux Républicains, là on essaye de refaire surface. C'est intéressant, on va en dire un mot, parce que c'est un peu de leur attitude que pourrait dépendre la majorité qui sortira des urnes. On vous demandera votre avis, Eric, aussi là-dessus. Dans un instant, Mathieu Jolivet, bonsoir. Bonsoir. C'est un peu la gueule de bois donc du côté des Républicains et du Parti Socialiste. Chez les Républicains, c'est ça. Comment ça s'est passé le jour d'après? Là, il y a eu des bureaux politiques un peu partout. Chez les Républicains, la priorité, là, clairement, ce sont les législatives, avec un objectif, réussir à constituer au mois de juin un groupe parlementaire puissant dans l'hémicycle et pourquoi pas même provoquer une cohabitation. Donc tout l'enjeu des prochains jours, c'est de rester unis au sein des Républicains, sachant que En Marche a commencé dès la nuit dernière une opération siphonnage à gauche mais aussi à droite pour constituer sa propre majorité. Et l'autre combat des Républicains en parallèle, c'est celui du leadership, sachant qu'il y a plusieurs courants d'idées qui s'affrontent. François Fillon, il y a un peu moins d'une heure, à huis clos, a dit aux pompes des Républicains qu'il fallait que ce soit les idées de son programme qui prédominent pour la suite, avec un mélange d'autorité, de liberté, de famille. Mais il y a d'autres courants plus modérés, incarnés par les jupéistes, d'autres courants plus décomplexés, incarnés par Laurent Wauquiez. Donc une solution en attendant le résultat des législatives serait de créer une direction collégiale temporaire des Républicains composée de ces différents courants. Cette idée-là émerge. En fait. Cette idée-là émerge, voilà, le temps d'y voir plus clair. Et le Parti Socialiste, pendant ce temps... C'est la gueule de bois et c'est juste sa survie qui se joue en ce moment. Le temps de l'explication n'est pas venu. C'est ce qu'a déclaré Jean-Christophe Cambadélis à l'issue du bureau politique à la mi-journée. Le PS qui vient juste, il y a quelques heures, de faire le pire score de son histoire depuis Gaston Defferre en 1969. Et ce calvaire, il n'est peut-être pas fini. Pendant sa campagne, on a vu que Benoît Hamon a été siphonné par sa droite, à sa droite par Emmanuel Macron, à sa gauche par Jean-Luc Mélenchon. Cette scission, elle pourrait s'accentuer encore lors des législatives, avec ceux qui sont encore socialistes, qui seraient tentés d'aller rejoindre une majorité présidentielle si Emmanuel Macron est élu, et ceux qui sont encore socialistes, qui seraient tentés d'aller jouer un vrai rôle d'opposition qu'aujourd'hui seul Jean-Luc Mélenchon est capable d'incarner. Et la question est de savoir maintenant s'il existe encore une personnalité politique socialiste qui est encore en capacité de rallumer la flamme. Et là-dessus, il faut qu'on guette dans les prochaines heures et prochains jours ce que dira ou fera Martine Aubry, par exemple. Il y a une vraie question là, Eric, sur qui va pouvoir s'appuyer Emmanuel Macron, sur les Républicains, sur les socialistes pour mettre au point cette coalition, pour mettre en place son programme pro-business, pro-européen, social-libéral. Comment est-ce que ça va être la prochaine grosse interrogation pour les marchés finalement maintenant. Mais si vous voulez, en fait, quand même dans la politique, l'appât du pouvoir fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Là, on a vécu un 42 avril à l'envers, puisqu'il y avait eu le 21 avril en 2002 avec... c'est pas de moi, je crois que c'est du monde aujourd'hui. On avait eu ça avec l'élimination de Jospin en 2002. Là, on a l'élimination du candidat de droite, du candidat de gauche. Le grand écart, c'est comme il y a un grand écart à faire pour Emmanuel Macron, parce que certains le surnomment le Hollande bis. Donc, il faut bien que dans les investitures qu'il donne, il ne mette pas trop de socialistes. Mais d'un autre côté, il a besoin des socialistes pour gouverner parce que les républicains seront hostiles. Il y a une équation qui n'est pas facile à trouver. Alors, lui, il se revendique et droite et gauche. Moi, j'ai envie de voir d'abord les premières candidatures. Je crois qu'il y avait eu un type du GIGN qui avait été présenté publiquement. Qui avait été présenté. Il faut attendre de voir les prochaines candidatures. Il faut aller voir. Moi, selon moi, il devrait mettre pas mal le monde de la société civile parce qu'il doit casser quand même l'image de personnes trop proches du Parti socialiste. Ça, il l'avait dit. C'est la moitié des 577 candidats qui seront issus de la société civile. Ça va être ça la prochaine petite névrose des marchés, Grégoire, pour vous, savoir si Macron aura sa majorité. Quelle majorité finalement? Ouais, même s'il y a un peu de temps, parce que le mois de juin, voilà, on va laisser passer le mois de mai, mais du point de vue des investisseurs internationaux, déjà le second tour va être important, quand même l'écart de score probable entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais c'est vrai que les investisseurs internationaux, voilà, et eux, ce qu'ils regardent, c'est la big picture, la toile de fond, c'est qu'il y a un candidat libéral, pro-réforme, pro-business, comme vous dites, et surtout pro-Union européenne, enfin, ce qui était quand même pas gagné au regard de l'échantillon qu'on avait au départ de ce premier tour. Et c'est surtout là-dessus. Pour moi, c'est vraiment sur le côté européen que les marchés ont réagi, parce que on s'est fait peur avec l'Autriche, on s'est fait peur avec les Pays-Bas, on se fait peur avec l'Italie. La crainte des marchés, ça reste toujours la survie de l'euro, de la zone euro. Voilà. On s'est contenté d'évacuer le risque Mélenchon-Le Pen sans pour acheter le programme pro-européen de Macron. Ça, c'est la prochaine étape. On verra. Regardez Donald Trump, au bout de ces 100 jours, on peut pas dire que les marchés perdu patience au point de paniquer. Le marché américain, peut-être qu'il fait plus rien, mais voilà, il y a quand même toujours un espèce d'état de grâce là qui perdure aussi aux États-Unis après 100 jours. En tout cas, ce soir, c'est l'état de grâce sur les marchés du côté de Paris. Je vous le rappelle, un plus 4,1% ce soir pour le CAC 40 à Paris. 5268 points. Merci beaucoup Grégoire, merci Intégral Bourse tous les jours 15h30 18h. On remercie Mathieu Jolivet, Caroline Morisseau, Mathieu Pechberti. Eric, vous restez avec nous. Emmanuel Le Chypre va nous rejoindre dans un instant. On va s'intéresser au programme. Est-ce qu'on a affaire aux programmes les plus diamétralement opposés dans cette campagne? Oui, nous dira Emmanuel. On poursuit la conversation dans un instant. À tout de suite. BFM Business, 18h, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. On est de retour en direct dans le Rage, 18h20 en direct sur BFM Business. On est toujours avec Eric Lewin, responsable action, publication Agora. Emmanuel Le Chypre qui nous a rejoint. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et puis on va aller faire un petit tour, une petite minute du côté de Wall Street, parce que Wall Street participe aussi à la hausse des marchés financiers. Non, on va voir Sabrina Quagliosi dans un instant qui va nous rejoindre pour faire un petit point depuis Wall Street sur cette séance bien orientée, puisqu'on gagne un peu plus d'1% également du côté de New York. Je vous rappelle donc très belle clôture ce soir à Paris, plus 4,1% pour le CAC 40. On termine à 5285 points. Emmanuel, on était hier soir en direct en émission spéciale sur BFM Business et vous nous disiez il n'y a pas de programme plus antagoniste que ceux que nous présentent Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que ce soit sur l'Europe, sur la mondialisation, sur l'ouverture au commerce international. Et vous aviez vu juste, parce que Marine Le Pen a commencé à mettre ça en musique aujourd'hui. Elle a dit lors d'un déplacement, je crois vraiment, je cite Marine Le Pen, je crois vraiment que cette élection présidentielle, c'est un référendum pour ou contre la mondialisation sauvage. C'est ça que les Français vont devoir trancher. Est-ce que vous vous réjouissez finalement que les Français soient appelés aussi à trancher là-dessus dans 15 jours, Emmanuel? Oui, c'est vrai qu'on a les deux programmes qui n'ont quasiment aucune intersection. Ouais. On aurait eu Macron, Fillon, on avait quand même quelques points communs, ne serait-ce que sur la fiscalité du capital, par exemple, où ils avaient des projets de taxation qui étaient assez similaires. Entre François Fillon et Marine Le Pen, on avait aussi quelques convergences, alors peut-être plus sur le plan sociétal que sur le plan économique, mais il y avait quelques convergences. Là, quand vous regardez entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que vous preniez tous les sujets, c'est-à-dire que vous preniez l'Europe, que vous preniez la mondialisation, que vous preniez la politique fiscale, que vous preniez le rapport à l'étranger, c'est-à-dire à travers l'immigration, etc., on voit bien qu'on a affaire à des offres totalement différentes. Et oui, il y a une offre qui est celle d'une France plus compétitive dans un monde intégré et ouvert, et puis une offre qui est celle d'une France qui se barricade
et qui se replie sur elle-même. C'est ça que les marchés ont bien identifié, évidemment, Eric, à travers l'offre proposée. Non, les marchés, ce qu'ils ont identifié aujourd'hui, c'est une probable victoire d'Emmanuel Macron, avec un programme social-libéral, avec une adéquation totale à l'Europe, puisqu'il veut un petit peu réformer l'Europe. Les marchés ne regardent absolument pas le programme de Marine Le Pen, qui va complètement à l'encontre des marchés. Il est bien évident que si c'était par malheur Marine Le Pen qui était élue à l'Élysée, on aurait entre 10 et 15% de baisse des marchés, on aurait un effondrement de l'euro qui irait sous la parité, et on aurait des taux longs qui monteraient vers 1,50. Donc on n'est pas du tout dans cette expectative. Autant Emmanuel Le Chypre, qui est un grand connaisseur de l'économie, a décrypté tous les programmes. Je ne suis pas sûr que les investisseurs étrangers n'ont pas simplement regardé le programme d'Emmanuel Macron, parce que quand ils voient l'avance qu'il a, et dans les sondages, et par rapport à l'ensemble des Français avec les reports de voix, je crois qu'on est plutôt centré sur le programme d'Emmanuel Macron, qui est plutôt bon, parce que le programme d'Emmanuel Macron, il y a quand même une baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici 2022, une taxation sur le capital à 30%. Donc finalement, c'est plus du tout du Hollande bis. C'est de la social-démocrato-libérale. Vous n'allez pas dire que ça a échappé totalement au marché, ça quand même. Ils l'ont vu aussi, ils ont dû le regarder. Macron, oui. Mais Macron, Le Pen, je ne suis pas sûr qu'il soit penché sur le programme de Marine Le Pen. Il faut être très clair. La France, ça pèse quoi? Ça pèse 5% dans les portefeuilles des investisseurs du monde entier. Oui. Donc, grosso modo, ils passent 5% de leur temps à expertiser ce qui se passe en France. Et donc, effectivement, le choix, c'est un choix pro-européen, un choix anti-européen. Le choix pro-européen consolide la construction européenne, l'Europe et l'euro, et basta. Je crois qu'on en est oui, mais il y a peut-être après tout ce qui peut en découler après. C'est la France, je mets à la tête de la France quelqu'un qui est résolument pro-européen. Ouais. Est-ce que ça peut avoir un effet d'entraînement sur la relance du processus d'intégration européenne? C'est ça aussi peut-être qu'on... Après, je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que ce que voient les marchés, c'est qu'ils se disent, effectivement, dans un premier temps, l'euro est sauvé, quelque part. Après, entrer dans les subtilités que la majorité qu'aura ou pas le prochain président de la République, qu'est-ce que ça lui permettra de faire, quelle politique, quel gouvernement, etc. Sachant que si vous projetez en plus tout ça le mois de septembre, vous pouvez aujourd'hui faire finalement ce que les marchés aiment tant, c'est-à-dire avoir une palette de scénarios qui vont du plus rose au plus noir. Alors, on a exclu quand même les scénarios les plus noirs. Le scénario le plus rose étant une Europe dans laquelle Emmanuel Macron, président de la République française, travaille main dans la main avec Martin Schulz, nouveau chancelier allemand, pour enfin avoir ce moteur franco-allemand qui relance l'Europe. Vous savez, la construction européenne, quand vous la regardez, c'est absolument pas un processus linéaire. Ça se fait par un coup et dans la douleur. La construction européenne, oui, elle est faite d'avancées, de recul, de moments où on se dit ça y est, c'est fini, on n'en sortira pas, et puis d'un seul coup, paf, il se passe un événement qui fait que ça repart, et là, ça pourrait être tout à fait ça. Donc ça, c'est le scénario le plus rose, avec après le scénario encore sombre, qui est de dire, attendez, l'euro ne sera pas tiré d'affaire tant que, vous savez, une chaîne n'a que la résistance de son maillon le plus faible. Et aujourd'hui, le maillon faible de la zone euro, sans doute, c'est l'Italie. Et donc, la France, c'est bien. On pense que, ça y est, l'obstacle français est sauté. Il n'y a pas vraiment d'obstacle allemand pour l'Europe, parce que ce soit Martin Schulz ou que ce soit Madame Merkel, c'est pas grave. En revanche, après, effectivement, il y a l'obstacle italien qui est un peu, vous savez, comme au steeplechase, le plus gros de tous les obstacles à sauter. Avec cette élection qui se profile en 2018, mais ça sera encore une autre histoire arbitrée pour les marchés. En tout cas, les marchés, justement, voient tout en rose aujourd'hui. Je vous le disais, on va retrouver Sabrina Quagliozzi qui est en direct de New York avec nous. Bonsoir Sabrina. On participe un petit peu à la fête aussi du côté de Wall Street. Alors, pas dans les mêmes proportions que en Europe, mais quand même, on est bien orienté ce soir chez vous aussi après ces résultats. Oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. On est sur de belles progressions sur les 3 indices américains qui enregistrent leur plus forte hausse depuis de nombreuses séances maintenant. Un Dow Jones qui est à 20 757 points, porté essentiellement par les valeurs financières. On a par exemple JP Morgan qui prend plus de 3%, Goldman Sachs également en hausse de plus de 3%, les financières donc très bien orientées. Le S&P 500 plus 0,9%, on est à 2371 points. Et le Nasdaq est à un niveau record, on grimpe de plus de 1% sur l'indice Nasdaq qui se rapproche petit à petit des 6000 points, 5976 points, un marché donc qui bien sûr réagit au premier tour de la présidentielle française avec Macron donc qui pour ici, pour les Américains, ce qui est mis en avant c'est le côté pro-Europe d'Emmanuel Macron, une victoire donc saluée dans un agenda quand même qui est ici aux États-Unis aussi extrêmement chargé, on a des résultats et
Et on a pas mal d'annonces aussi à attendre du côté de la politique américaine. Oui, ce qui nous tiendra aussi en haleine, ce qui tiendra à Wall Street, mais ça sera une autre histoire. On vous racontera ça chaque jour, son histoire sur BFM Business. Merci beaucoup. Encore un petit mot, Emmanuel, très vite. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier tour de la présidentielle française intervient après l'annonce des élections britanniques, qui laisse penser paradoxalement que ça pourrait être plus accommodant pour la négociation du Brexit. Donc je pense qu'on accumule les bonnes nouvelles sur l'Europe, sachant que pour l'économie mondiale, l'Europe aujourd'hui est considérée comme étant en phase d'accélération. Et donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux pour les investisseurs internationaux autour de l'Europe. Cette situation Brexit, la construction européenne, l'euro, etc. Et la croissance et l'accélération européenne. Et donc tout ça semble aller dans le bon sens. Moi, il me semble que c'est pour ça qu'on a autant d'importance de ce qui se passe en Europe aujourd'hui sur les marchés. Et des fondamentaux économiques, bien sûr, en toile de fond, qui sont bons tant au niveau macro qu'au niveau microéconomique, qui s'améliorent absolument. Merci messieurs d'être venus ce soir. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Eric Lewin, nous avoir accompagnés depuis 17h dans Intégral Bourse. Eric Lewin, responsable action en publication Agora. À très vite sur BFM Business. 18h30 dans 2 minutes. L'heure H continue. On vous redonne les grands titres de l'actualité. À tout de suite.